Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 3 règles pour éviter les relations toxiques et comment faire pour développer son intuition par rapport à ça. J'ai reçu l'appel d'une clientière qui m'a dit: Antoine, je me suis déjà fait tellement avoir dans le temps qu'aujourd'hui j'ai du mal à me faire confiance. Je ne sais pas comment en un claquement de doigts découvrir si une personne est toxique ou pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner les règles de vie que j'applique dans ma propre vie déjà et celles que je conseille à tous mes clients. C'est aussi suite au visionnage d'une vidéo de Sam Vaknin. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo qui explique beaucoup de choses sur l'intuition. C'est un Américain qui est très très bon sur tout ce qui est pervers narcissique, les relations toxiques. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle: est-ce que cette personne est une personne perverse narcissique ou pas? Il y a un lien qui apparaît juste en haut ici et juste sous cette vidéo. Et si vous le souhaitez, contactez mon équipe par téléphone. Prenez rendez-vous, c'est juste en dessous. Mon tout premier conseil est bizarre parce qu'il va sembler paranoïaque, c'est de se méfier de tout le monde. C'est quelque chose, en tout cas pour ma part, que je n'avais pas précédemment. Je partais du principe que tout le monde était gentil. Dans un monde de bisounours, je me pensais être une personne gentille, comme exactement tout le monde sur Terre. Il s'avère que parfois, des personnes gentilles font face à d'autres qui le sont beaucoup moins. Il faut savoir aussi que les êtres humains envoient des signaux aux autres. Ça peut être par exemple des phrases qu'on dit, ça peut être gestuel avec les mains, ça peut être une posture du corps, ça peut être une expression faciale, et c'est la base de la communication. Grâce aux signaux que j'envoie, je vais communiquer avec les autres. Et parfois, on peut aussi envoyer ce qui s'appelle des faux signaux, pour faire croire qu'on est une personne gentille, pour faire croire que tout se passe bien, pour faire croire qu'il faut nous faire confiance. Et même un faux signal, c'est un signal. Et il faut savoir que les êtres humains mentent beaucoup. Ce n'est pas uniquement le cas des pervers narcissiques, ce n'est pas uniquement le cas des manipulateurs, tout le monde ment. Selon les études, on mentirait entre 10 et 200 fois par jour, et par jour, on se mentirait aussi 2 fois à nous-mêmes. Alors, les chiffres changent selon les études, car en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est un mensonge. Si jamais je dis à mon fils: mange ta soupe, sinon tu iras au lit, ce que je veux lui dire vraiment, c'est: tu dois manger ta soupe. C'est pas tu iras au lit. C'est mange ta soupe pour grandir, pour être plus fort, pour te nourrir de manière correcte. Est-ce que c'est un mensonge ou pas? Et parfois, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler des vérités tronquées. Comme par exemple, on dit quelque chose qui est vrai, mais qui n'est vrai qu'à 90%. Et on va oublier de parler d'une chose. Comme par exemple, tu relates une histoire qui t'est arrivée la veille, tu dis ça à tes amis, et tu vas juste oublier 2-3 moments. Ceux, par exemple, où tu as été un peu ridicule. Tu peux aussi parfois mentir juste pour rendre l'autre heureux, parce qu'en société, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu te lèves le matin, ton partenaire sent mauvais de la bouche, tu vas lui dire: je t'aime, t'es la plus belle personne au monde. Sauf qu'en fait, non, le matin, t'as ta copine ou ton copain qui a les cheveux comme ça, c'est pas vraiment terrible, mais pour que ça se passe bien, tu vas lui mentir. T'arrives devant ton chef au bureau le matin à 9 h et tu vas dire à ton chef qu'il a raison ou qu'il est drôle. En réalité, non, il n'est pas drôle, il n'a pas raison, mais c'est comme ça que ça marche. Donc oui, on ment tous entre 10 et 200 fois par jour. Et il y a des statistiques qui font même encore plus peur que ça. Comme par exemple, il nous faudrait à nous-mêmes seulement 45 minutes pour croire en nos propres mensonges. Encore plus effrayant, plus une personne ment, plus il est facile pour elle de mentir par la suite. Attention, voici quelque chose qui est presque pire, c'est qu'une personne qui a un haut niveau d'intelligence émotionnelle est la plus susceptible de croire à un mensonge. C'est-à-dire que plus dans ta vie tu progresses, plus tu apprends à être, comment on pourrait dire, en corrélation entre ton esprit, tes émotions et ce que tu vis, plus toi tu apprends à dire les choses, à les énoncer clairement, et plus tu dis que c'est le cas des gens autour de toi, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc toi tu progresses dans ta propre conscience de toi-même, dans ta propre évolution, dans le fait de dire de plus en plus la vérité avec les autres et vis-à-vis de toi-même, sans considérer que ce n'est pas forcément le cas des autres. Et donc, tu vas croire aux mensonges des autres parce que toi, tu dis a priori plus de choses qui sont vraies. Ce qui pourrait donner l'équation qui fait peur et qui est la suivante: 9 fois sur 10, une personne ment, et 9 fois sur 10, on va croire cette personne. C'est-à-dire qu'on croit à énormément de mensonges dans la journée. Donc, la première action qui est simple quand on a affaire au monde extérieur pour découvrir qui est toxique, qui ne l'est pas, c'est de tout vérifier en permanence et de ne jamais rien croire sur parole. Si quelque chose a l'air faux,
c'est qu'a priori, c'est faux. Si jamais une relation a l'air trop belle pour être vraie, c'est qu'a priori, elle est trop belle pour être vraie. Si jamais une relation est trop compliquée, c'est que c'est le cas. Il faut faire confiance en son instinct, et c'est justement la seconde partie de cette vidéo, c'est la remise en question de notre intuition. J'ai vécu pendant quelques années une relation toxique, et puis ça se termine, je suis mal pendant quelques mois, je rencontre une autre femme, et je lui dis, j'ai l'intuition que toi et moi, ça va bien se passer, qu'on va rester ensemble très longtemps. Et elle me dit, vu ce que tu m'as raconté sur ta relation précédente, vu comme tu t'es fait avoir, je pense que ton intuition, on va la mettre de côté. On va plutôt se baser sur la mienne. Et ça a été dur, ça m'a fait rire, mais ça a été dur parce que j'ai réalisé que j'avais perdu totalement mes certitudes. Moi qui faisais extrêmement confiance en mon intuition, aujourd'hui, ce n'était plus le cas. Je ne me faisais plus confiance. Si je m'étais fait avoir tant que ça dans le passé, je pouvais encore me faire avoir dans le futur. Pour mieux comprendre comment faire pour récupérer notre propre intuition, voyons un peu comment ça fonctionne. Notre intuition, ce sont des images mentales immédiates. Je te demande quelque chose, tu as la réponse. Tu fais quelque chose dans la journée, tu fais un truc du quotidien, ton intuition te dit ce qui va se passer. Tu sens une drôle d'odeur, ton intuition te fait penser qu'il y a un problème, le four reste allumé. T'entends un bruit bizarre, ton intuition te dit qu'il faut que tu ailles vérifier. Tu n'as pas à réfléchir 10 heures, c'est comme une image que tu pourrais récupérer, je sais pas, sur une étagère. Tu as une image qui t'apparaît, tu la saisis, et c'est ce qu'il faut faire en général. Ces images ne sortent pas de nulle part, elles tombent pas du ciel, c'est ce qui est basé sur ton expérience. C'est-à-dire que avec tout ce que tu as vu dans ta vie auparavant, ton intuition s'est construite. Tu sais très bien qu'il ne faut pas mettre sa main sur un four qui est chaud, tu sais très bien qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans une porte quand ça se ferme, tu as appris ça, et c'est tout ton passé, tout ton disque dur d'événements, de tout ce que tu as vécu, qui te crée cette intuition, qui t'envoie des images mentales en une seconde. Ce qu'il est important de savoir, c'est que 95% voire plus des actions que tu fais au quotidien sont basées sur ton intuition. Et il n'y a que 5% des choses où tu vas avoir besoin de réfléchir plus en détail. On va en reparler par la suite. Et aujourd'hui, il est temps de réapprendre à se faire confiance. D'ailleurs, au passage, on parlait de disques durs et d'événements passés, mais ta relation toxique précédente t'a appris des choses. C'est venu rajouter à ton disque dur d'expérience que, attention, certaines personnes ne sont pas bonnes. Donc ça veut dire que ton intuition progresse avec le temps, au fil des expériences de ta vie. Tu as vécu ça dans le passé, donc c'est mal. Tu as vécu d'avoir trop chaud en mettant ta main sur une plaque de cuisson, tu sais qu'il ne faut plus le faire. Tu as vécu d'être avec une personne toxique, tu sais maintenant te méfier de tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un super pouvoir en plus, en vivant quelque chose de négatif et en ayant survécu à ceci, tu peux te faire un peu plus confiance qu'avant. Tu sais a priori mieux reconnaître une personne qui est toxique. Et dans le doute, tu vas attendre, tu vas prendre ton temps pour avancer, tu vas prendre ton temps pour t'engager, parce que tu sais maintenant qu'une relation toxique peut démarrer par une phase de lune de miel. Tu vas savoir qu'avant de te confier à quelqu'un, il faut attendre longtemps pour être bien sûr que c'est la bonne personne. Tu vas savoir qu'avant de faire confiance à quelqu'un, dans ton couple ou en amitié, il faut aussi de la patience. Ce sera dans le temps que tu sauras si tu peux te confier à elle ou pas, afin que toute ton intuition soit mobilisée. Prenons un cas de figure. Un scientifique fait une expérience dans son laboratoire et obtient un résultat. Qu'est-ce qu'il va en penser? Est-ce qu'il va se dire, tiens, cette expérience a loupé, donc ça veut dire que ça loupera toujours. Ou cette expérience est réussie, donc ça veut dire que ça réussira toujours. Non, il va chercher à reproduire cette expérience, il va analyser pour trouver les conditions exactes dans lesquelles ça fonctionne ou dans lesquelles ça ne fonctionne pas. C'est comme ça qu'on fait des recherches majeures. On a rarement, en une seule heure, une expérience qui fait changer le monde. Il faut souvent s'entraîner, recommencer. Je crois que pour créer des ampoules, il a fallu qu'il tente plus de 1000 échecs avant d'arriver à en faire une. Donc ça veut dire que c'est le temps qui va te permettre de mener à bien ton expérience sur les gens pour savoir à qui tu as affaire. Ce n'est pas juste une constatation immédiate qui te le permettra. Au passage, tu peux aussi demander aux autres, c'est-à-dire utiliser l'expérience des autres pour avoir l'avis sur quelqu'un. C'est un peu comme une cooptation. Quelqu'un de nouveau arrive dans ta vie, demande à ton entourage, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Demande à ses amis, demande à d'autres personnes qui la connaissent. Est-ce que cette personne, je peux l'ajouter dans ma vie ou pas? Est-ce que cette personne a un historique d'avoir créé des problèmes ou est-ce qu'au contraire, cette personne a l'historique d'avoir été une personne saine? Tu utilises ton expérience ainsi que celle des autres.
Troisième chose, tu peux utiliser une autre partie de ton cerveau. On a vu qu'il y avait deux types de cerveau. Ceux qui te mènent à l'intuition, ton disque dur, ceux qui t'emmènent à une réaction qui est très rapide. Je vais schématiser, et c'est quelque chose qui pourrait être facilement contredit, mais c'est facile à comprendre. Ce que je vais vous dire est globalement vrai, et on pourrait rentrer dans le détail, en faire une vidéo qui durerait 10 heures pour obtenir à peu près quelque chose de similaire. Tu as un cerveau qui est plus ancien, derrière, qui va analyser tout en une seconde. Tu es dans une situation, ton cerveau le plus primaire peut analyser s'il faut que tu cours et que tu fuis ou si tu es en sécurité. C'est un cerveau qui est préhistorique, c'est ce qui te permettait de survivre face à des lions, face à un dinosaure. C'est en gros ce qui te permet d'analyser vite une situation et d'avoir une réponse immédiate. L'intuition en est un peu tirée. Et puis, tu as ce qui s'appelle le cerveau moderne, qui est plus à l'avant, juste derrière ton front, qui va utiliser la logique. Par exemple, par la logique, cette personne a l'air bien, donc je peux lui faire confiance. J'écoute ce que cette personne me dit, je l'analyse, ça a l'air cohérent, même si mon intuition me disait de fuir, a priori, ça a l'air cohérent. Ça, c'est ton cerveau moderne qui va analyser les choses. On a vu que l'intuition représentait 90% ou plus de tes actions. Et la partie moderne, la logique, seulement 10%. Mais aujourd'hui, tu peux utiliser les deux. Tu peux utiliser ton cerveau le plus ancien et ton cerveau le plus moderne. Et parfois, tu peux regarder s'il y a une dissonance entre ces deux analyses. Je te donne un exemple très simple pour que tu puisses comprendre. Si jamais ton intuition a un problème, voici le cas suivant. Mon intuition, quand je rencontre cette personne, me dit qu'il y a un problème. Mais de manière logique, tout se passe bien. Par exemple, à un premier rendez-vous, au moment où tu t'assois face à cette personne, ton intuition te dit « Waouh, là je pense qu'il y a un problème, je pense que c'est pas une bonne personne. » J'analyse son langage du corps, j'analyse son visage, j'analyse ce qui se passe, le ton de sa voix, et là, il y a un problème. Mais après ça, l'autre te parle et tu dis « Finalement, mon intuition était fausse, je peux lui faire confiance. » Dans ce cas-là, il va falloir rétablir la logique et se poser la question suivante. Pourquoi est-ce que je lui fais confiance alors qu'a priori, tout mon corps me disait qu'il y avait un problème? Est-ce que je dois écouter mon intuition ou ma logique? Et dans ce cas-là, encore une fois, une phase de test. On va tester sur beaucoup plus longtemps, on va poser des questions pour savoir à qui on a affaire. Voyons un autre type de problème lorsqu'il y a un souci sur la logique. Par exemple, ton intuition te dit que tu es amoureux de cette personne. Tu es amoureux dingue d'une personne. Tout ton corps te dit qu'il faut y aller. Tu ne peux pas le contrôler. Certains diront que c'est de l'amour, d'autres diraient que c'est juste une intuition. Ton corps est attiré par cette personne, peut-être même attiré par les problèmes de cette personne. Mais étonnamment, même si j'aime cette personne, tous mes amis me disent de fuir. Dans ce cas-là, il y a une dissonance. Encore une fois, problème. Il va falloir rétablir soit l'intuition, soit la logique. Se dire que tu es amoureux, mais peut-être que finalement, l'autre est en train de mentir, ou que je suis attiré par cette personne pour les mauvaises raisons. Et dans ce cas-là, encore une fois, j'ai intérêt à fuir. À chaque fois qu'il y a une dissonance entre intuition et logique, c'est signe qu'il y a un problème, c'est signe qu'il faut rester sur ses gardes et être vigilant. Voici une action simple à mettre en place. N'avancez que lorsque tous les voyants sont au vert. Combien de relations toxiques auriez-vous évité si vous aviez fait ce lien entre logique et intuition? Probablement la majorité. À chaque fois qu'on se fait avoir, c'est parce que soit la logique nous prévient, soit l'intuition nous prévient. Il ne faut pas négliger ni l'un ni l'autre. Alors certains pourraient dire, oui mais Antoine, parfois ça démarre compliqué parce qu'on se connaît peu, et puis après ça va devenir super simple. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être paranoïaque, il faut faire confiance aux gens, il faut s'ouvrir, et puis éventuellement se faire voir, mais c'est pas très grave. Au moins, avancer de manière positive. Et oui, c'est vrai, vous avez raison. Parfois ça peut démarrer de manière négative, puis se transformer en quelque chose de positif par la suite. Un peu comme un scientifique qui d'abord ferait des tests et ça marcherait pas, puis qui finirait par trouver quelque chose qui fonctionne. Mais la question c'est, ce scientifique, combien de temps est-ce qu'il va se donner pour trouver quelque chose qui fonctionne? Est-ce qu'il sera prêt à échouer toute sa vie ou est-ce qu'il passera pas à une autre expérience? Est-ce que cette expérience est vitale pour lui ou pas? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un résultat identique ou meilleur avec quelqu'un d'autre? Donc, combien de temps vous donnez-vous pour être heureux? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est un an? Ou est-ce que vous êtes prêt à être malheureux toute une vie en attendant qu'éventuellement, un jour, ça se transforme en quelque chose de positif? Et donc, il est temps de se poser des questions à soi et aussi poser des questions à l'autre. Devenir l'observateur, un peu comme un scientifique, devant ses expériences. Vous n'êtes plus acteur, vous devenez observateur et vous posez les bonnes questions. Par exemple, une bonne question, c'est: est-ce que la relation progresse? Est-ce qu'elle progresse dans le bon sens? Ou est-ce que j'ai l'impression que
plus ça avance et pire c'est. Parce que si ça avance de pire en pire, ça veut dire que soit je ne suis pas dans la bonne voie, soit je ne suis pas avec la bonne personne. Est-ce que je suis quand même heureux pendant cette phase de test, pendant cette phase d'expérimentation, ou est-ce que c'est insupportable à vivre? Est-ce que je suis vraiment amoureux de l'autre, ou est-ce que je suis juste amoureux de la projection que j'en fais? Je connais peu l'autre et je projette que c'est une personne géniale qui pourrait changer par la suite. Au passage, est-ce que je pose à l'autre aussi les bonnes questions? Comme par exemple, est-ce qu'il est amoureux? C'est vrai, on se dit non, je vais pas lui poser la question, je vais attendre de voir ce qui se passe, mais est-ce que tu es amoureux? Est-ce que tu es heureux dans cette relation? Qu'est-ce qu'il te manque pour être heureux aujourd'hui? Quelles sont tes intentions? Comment est-ce que tu vois notre couple dans les années à venir? On dit que c'est une question qui est pénible en entretien d'embauche, mais finalement, pourquoi ne pas la poser? Comment tu nous verrais dans les années qui suivent? Et finalement, on peut se poser la question aussi, c'est est-ce que je progresse dans ma connaissance de l'autre et dans ma connaissance de moi-même? Si jamais j'ai une dispute qui est récurrente, qui est toujours la même, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Si une dispute revient tout le temps, est-ce que c'est moi qui me trompe? Est-ce que c'est l'autre qui se trompe? Ou est-ce qu'on n'est juste pas compatibles ensemble? Et quelle est la fréquence de ces disputes? Est-ce que j'ai juste peur d'être seul ou est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Donc voilà, je sais que c'est une vidéo qui pourrait rendre un petit peu paranoïaque, mais ce que je veux vous dire, c'est que le temps, l'expérience, l'observation, les bonnes questions seront probablement pour vous la source d'une vie qui sera beaucoup plus heureuse et pour éviter les personnes toxiques. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a le quiz ci-dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» et mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.